Voyager au Moyen-Âge, c'est bien plus que d'aller d'un point A à un point B. Alors, comment faisait-on pour voyager au Moyen-Âge sans les trains, les voitures, les GPS? C'est ce que je vais essayer de vous expliquer aujourd'hui. Bienvenue sur Albarn. Malgré la peur et les difficultés, les hommes du Moyen-Âge voyageaient beaucoup. Il faut sortir de ce cliché d'une époque immobile entre l'Antiquité d'Ulysse et la Renaissance et ses grands explorateurs. Que ce soit pour se former, pour accomplir un pèlerinage ou bien pour s'enrichir, je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de vous expliquer comment et pourquoi les hommes du Moyen-Âge voyageaient. À la fin de l'Empire romain, le réseau routier en Europe est un réseau très en bon état, souvent remis en place avec des travaux. Et ce réseau, plutôt rectiligne, plutôt à des fins militaires, pouvoir se déplacer en Europe d'une partie à une autre le plus rapidement possible avec des troupes, ce réseau est toujours utile. Ce réseau, sous l'époque mérovingienne, donc du 5e au 8e siècle, est toujours utile, encore une fois, à des fins militaires, mais à la fin de l'Empire romain, vous avez une série d'invasions de peuples comme les Goths, comme vous avez pu avoir aussi les Huns dans d'autres parties de l'Europe qui malheureusement vont détériorer ce réseau routier. Et donc vous avez des routes qui sont en moins bon état. Ensuite, à l'époque carolingienne, donc du 8e au 10e siècle à peu près, vous avez une volonté de remettre en état ces routes, toujours plus ou moins à des fins militaires, mais malheureusement, encore une fois, des invasions juste à la suite qui vont une nouvelle fois détériorer les routes. Au Xe et au XIe siècle, la plupart des routes romaines vont être progressivement abandonnées. Alors, elles sont remplacées par un réseau routier qui est beaucoup plus anarchique, car le pouvoir est beaucoup moins centralisé qu'il pouvait être à l'époque romaine, avec un centre névralgique qui était Rome, d'où l'expression « tous les chemins mènent à Rome ». Alors, beaucoup plus anarchique car il reliait les différents points d'habitation du territoire, donc les différents villages, les différentes places fortes, les différents hauts lieux, pas forcément de culture, mais au moins de religion. Et donc, la plupart des villages avaient une connexion plus ou moins directe avec le château local, avec les autres villages alentours, et avec un chef-lieu paroissial en général. Alors, vous aviez aussi plusieurs types de routes. Vous aviez des routes piétonnes, comme celle-ci, chemin de forêt, tout ce qui est le plus classique. Vous aviez aussi des routes plutôt cavalières, donc pour être parcourues à cheval et à plus grande vitesse. Et enfin des routes charretières pour être parcourues avec quelque chose de plus mobile, avec des roues, bien souvent une charrette. À la fin du XIIIe, la fin du XIVe siècle, vous avez l'achèvement de ce qu'on va appeler les voies royales. Ce sont des voies, des chemins qui sont plus larges, pour faciliter le commerce, le passage de chevaux, de charrettes, et donc pour faire prospérer tout ce qui va être essor économique des différents états des seigneurs. Et les différents seigneurs locaux y ont tout à fait intérêt, car ces voies royales souvent sont parcourues de péages, et donc ils vont toucher des taxes sur ces voies, et tout simplement ça va aussi développer leur propre seigneurie. Par exemple, je pense à des grandes foires comme la foire de Champagne, qui attire énormément de commerçants de toute l'Europe. Et donc, ça apporte tout un essor économique à la région qui accueille ces foires. Et donc, pour accueillir ces foires, vous avez besoin d'un réseau routier qui soit quand même assez consistant et assez neuf, assez propre et assez sûr aussi, pour que les marchands puissent y circuler et venir à vos foires. Aux alentours du XIe siècle, XIIIe siècle, entre le XIe et le XIIIe, dirons-nous, vous avez aussi l'essor de péages sur des rivières. Et alors le commerce fluvial vraiment prend un nouveau tournant aux alentours de cette période-là. Et le commerce fluvial va être beaucoup utile pour tout ce qui va être des produits lourds, encombrants, que vous ne pouvez pas forcément facilement transporter sur la terre. Et environ au XVe siècle, vous commencez à avoir la généralisation du transport de personnes par le moyen de bateaux. De bateaux surtout dans des canaux qui vont être des canaux qui vont relier pas mal de villes en France. Vous avez aussi plusieurs moyens
de vous déplacer au Moyen-Âge. Le plus commun, bien sûr, c'est à pied. À pied, souvent pour des catégories sociales plutôt basses et pour parcourir de courtes distances, ou aussi volontairement à pied dans le cadre de pénitence ou de pèlerinage. Vous avez aussi, et c'est beaucoup plus cher, la possibilité de vous déplacer à cheval. Et alors, vous avez trois grandes catégories de chevaux à l'époque. Le premier, le palefroid, qui est un cheval réservé aux nobles. Vous avez le destrier. Le destrier est un cheval de guerre pour plus ou moins les chevaliers. Et vous allez avoir un cheval qui va vous servir plus ou moins de porte-bagages, si vous voulez, ou de monture, un cheval un peu bâtard, si vous voulez. Donc vous avez on va dire ces deux grands modes de transport, à pied, à cheval. Possiblement, vous êtes un marchand, vous avez peut-être une charrette, si vous avez des produits lourds à transporter. Une charrette, donc pour des produits encombrants. Aussi, dépendant d'où vous habitez, vous pouvez possiblement, et puis de l'époque à laquelle vous vous trouvez, bien sûr, vous avez possiblement l'opportunité de voyager en bateau. Alors si vous devez traverser la mer, bien sûr, vous n'avez pas le choix. Si vous faites commerce avec des îles, ça peut être très bien, ça peut être la Corse, la Sardaigne, le royaume de Sicile, vous pouvez passer par la Méditerranée sans passer par l'Italie. C'est une possibilité, ou simplement vous transportez des charges lourdes ou encombrantes et vous utilisez des barges, donc plutôt le réseau de canaux. Donc voilà, c'est à peu près les grands moyens de transport que vous avez à l'époque, le plus commun étant bien sûr d'utiliser vos jambes. Vous avez plusieurs types de risques quand vous voyagez au Moyen-Âge. Le premier, ça va être un risque naturel, suivant de la saison à laquelle vous voyagez. Si c'est l'hiver, l'hiver, les chemins deviennent boueux, vous pouvez avoir du verglas, c'est dangereux, surtout si vous voyagez avec des animaux. Le deuxième danger, et sûrement le danger qu'on a le plus en tête, ça va être un danger humain. Bien sûr, les routes ne sont pas forcément très sûres, vous pouvez avoir des brigands, vous pouvez possiblement avoir des guerres et vous retrouver au centre d'une bataille, plus ou moins, ou au mauvais endroit au mauvais moment. Donc voyager peut s'avérer dangereux. Aussi, quand vous voyagez, vous devez payer des taxes, souvent des péages. Alors, dans le principe, les péages que vous allez payer le long des routes, quand vous arrivez à un château, eh bien, ou à une porte, c'est pour entretenir les routes et assurer un peu la sécurité du réseau routier, en principe. Parce que dans la réalité, c'est surtout un des revenus seigneuriaux les plus importants. Pour vous donner une idée, le concile de Latran en 1179 a interdit toute personne à ériger un péage s'il n'était pas seigneur et s'il n'en avait pas reçu l'autorisation. Ériger un péage ou même simplement augmenter les taxes, parce qu'on peut sûrement deviner que certains en abusaient. Et donc forcément, il a fallu un moment réguler tout ça. Et alors, le concile de Latran met en place, ou plutôt met des recommandations dans ce sens-là. L'Église est exemptée de péage, est exemptée de taxes. Donc, les taxes, eh bien, ça touche surtout les marchands. Ça touche surtout les marchands, et donc les marchands qui vont de foire en foire, notamment pour y faire commerce, vont être les principaux, les principaux contributeurs au péage. Enfin, vu que les routes ne sont pas sûres, et encore une fois pour des raisons de danger humain, de brigands, la plupart des voyageurs, en tout cas je pense aux marchands, mais aux gens aussi qui font des pèlerinages, ont tendance à se regrouper, à voyager en troupe, pour justement éviter de se faire agresser. Alors, quand vous voyagez dans une forêt profonde, vous n'avez pas forcément, bien sûr, comme aujourd'hui vous n'avez pas de réseau, vous pouvez appeler personne si jamais vous avez un problème, donc vous avez plutôt intérêt à être en groupe. Et alors, ça peut être un groupement de personnes, mais ça peut être aussi tout simplement vous payer des gens pour vous escorter sur certains passages de votre périple qui peuvent être plus dangereux que d'autres. Encore une fois, vous vous enfoncez dans une forêt et vous avez un jour de marche à travers cette forêt, 2 jours de marche, vous n'en ressortez pas avant 2 ou 3 jours dans cette forêt. Bon, vous avez premièrement le risque de vous perdre, mais aussi vous avez le risque d'être en plein milieu de nulle part et de vous faire agresser par des bandits de grand chemin. Donc l'utilité d'avoir quelqu'un ou plusieurs personnes pour vous défendre, ou d'être en groupe. Où est-ce que vous pouvez vous loger quand vient la nuit et si vous n'êtes pas chez vous?
Alors vous avez plusieurs solutions. Si vous êtes dans un endroit qui vous est relativement connu, vous avez peut-être de la famille sur place, des cousins éloignés, et à ce moment-là, vous pouvez possiblement loger chez eux. Si vous voyagez pour de pieuses raisons, ou vous êtes tout simplement trop pauvre pour vous payer une auberge, eh bien souvent les monastères ont une espèce d'obligation d'avoir comme une chambre d'hôte, si vous voulez. Ça fait partie un peu de la charité chrétienne, entre guillemets, de proposer un toit aux plus démunis si vous êtes voilà, sur un pèlerinage ou simplement si vous voyagez et que vous êtes trop pauvre, encore une fois. Ensuite, vous avez toujours la possibilité de dormir dans une auberge, une hôtellerie. Alors, ces auberges, ces hôtelleries vont être bien souvent proches des grandes routes ou en périphérie des villes, voire dans les villes, mais proches des grandes routes de passage. Et donc, dans ces hôtelleries, dans ces auberges, vous allez avoir la possibilité d'avoir un repas chaud. Vous allez avoir la possibilité, possiblement, si vous avez un cheval, de le mettre à l'étable, de lui donner à manger pour que vous puissiez repartir, vous et votre monture, frais le lendemain. Et ces auberges ont l'avantage quand même d'être ouvertes jusqu'à assez tard dans la nuit, et donc vous pouvez arriver après le coucher du soleil, c'est tout à fait possible. Alors, tout le sujet des auberges, c'est un sujet qui est vraiment intéressant, et si ça vous dit, possiblement j'essaierai d'en faire une vidéo prochainement pour vous montrer un peu quelle était la vie dans une auberge, un peu à l'image de la vie d'un paysan que j'ai pu faire récemment. Donc la vie dans une auberge, quelles étaient les différentes possibilités que vous pouviez avoir dans les auberges, et vous verrez, c'est vraiment différent de ce que a pu vous inculquer la pop culture aujourd'hui, avec des auberges comme dans Le Seigneur des Anneaux qui ont l'air vraiment bien, vraiment charmantes, mais parfois un peu fantasmées. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je ferai une vidéo en rapport avec ça. Enfin, si vous vous trouvez dans une région où vous êtes peut-être vraiment en pleine campagne et vous n'avez pas forcément de ville aux alentours où vous pouvez trouver une auberge ou pas de monastère pour trouver un toit au-dessus de votre tête, et bien vous allez devoir être ici, dans une forêt, dans un champ. On va peut-être préférer des champs ou des espaces un peu plus ouverts. Et vous allez sûrement y être avec plusieurs personnes. Parce que, encore une fois, les routes peuvent être dangereuses. Et notamment si on entend qu'une compagnie de brigands, de mercenaires sont dans le coin, que vous avez une guerre qui n'est pas forcément loin, vous n'avez pas forcément envie de dormir tout seul en pleine forêt, si vous voyez ce que je veux dire. Donc vous avez grosso modo deux types de dépenses. Vous avez tout ce qui va être transport et tout ce qui va être nourriture. Et alors ça, c'est si vous êtes à pied. Si vous avez un cheval, alors un cheval, il faut compter pratiquement, en termes de dépenses et de nourriture, pratiquement autant qu'un humain. C'est vraiment quelque chose qui n'est pas à la portée du simple paysan ou du simple piéton, parce qu'un cheval, ça coûte vraiment cher. Pour vous donner un exemple, un maçon au XVe siècle gagne à peu près 3 sous par jour pour une journée de travail. Un cheval coûte entre 4 et 9 livres, suivant un cheval tout à fait normal, hein, vraiment pas un destrier, pas un cheval de combat. Un cheval pour vous transporter coûte entre 4 et 9 livres. Et une livre, c'est 20 sous. Donc je vous laisse faire le calcul, vous ne pouvez pas vous payer forcément un cheval. Donc le cheval aussi va consommer forcément de la nourriture, et pratiquement autant qu'un humain en termes de prix. Et donc quand vous arrivez dans une auberge, les auberges étant déjà assez chères, si vous avez en plus un cheval que vous mettez à l'étable et que vous devez nourrir, ça vous coûte encore plus d'argent. Pour vous donner un exemple à peu près du prix que pouvait coûter un hôtel, vous avez un hôtel à Aix, donc on a des sources de l'époque, un hôtel à Aix qui était un hôtel, l'équivalent aujourd'hui d'un hôtel 3 étoiles si vous voulez, qui coûte la nuit, la journée d'un moissonneur de travail. Donc encore une fois, forcément, si vous êtes sur la route pour un long moment, c'est peut-être mieux d'être ici, dans un campement, en pleine nature, ça vous coûtera beaucoup moins cher, d'autant plus si vous êtes à pied. Mais quelles pouvaient être les raisons de voyager au Moyen-Âge? Eh bien, vous en avez plusieurs. La première, par exemple, la formation. Vous faisiez souvent le tour, mettons que vous soyez tailleur de pierre, vous avez besoin pour votre métier de suivre les différentes fortifications militaires. Vous êtes appelé sur différents chantiers pour construire différents châteaux. Vous pouviez avoir la même chose si vous étiez
dans le travail plus, j'allais dire, ecclésiastique. À l'intérieur des églises, vous avez un certain nombre d'ouvrages d'art, comme les vitraux. Eh bien, par exemple, pour ces personnes-là qui sont spécialistes dans l'art de faire du vitrail en général, eh bien, ces personnes vont d'église en église, ou plutôt d'église en construction en église en construction. Et donc vous avez cette propension à voyager pour vous former, mais aussi tout simplement pour travailler. Vous avez aussi toute la classe des marchands, qui par nature est une classe assez mouvante, qui va de foire en foire. Et donc forcément, eux, ils ont besoin aussi de se déplacer plutôt en groupe, pour des raisons de sûreté. Parce que bien sûr, ils transportent des matières qui peuvent être rares, ils transportent de l'argent. Et donc, bien souvent, ils voyagent en groupe. Vous aviez aussi l'occasion, par exemple, de voyager simplement pour votre foi, donc en pèlerinage. En pèlerinage, vous avez le pèlerinage le plus connu en France, hein, Saint-Jacques-de-Compostelle. Voilà, donc pour faire pénitence, parce que votre prêtre, pour vous remettre de vos péchés, vous a demandé d'aller voir une relique dans une église qui potentiellement peut être assez loin de chez vous. Vous pouvez partir pour plusieurs mois, hein, bien sûr, pour des pèlerinages. Et encore, je ne parle pas des pèlerinages en Terre Sainte qui, là, demandent toute une autre logistique. Donc voilà, vous aviez plein de raisons, si vous voulez, de voyager au Moyen-Âge, un peu comme aujourd'hui, en fait. Hein. Soit des raisons professionnelles, donc le travail, de formation. Comme aujourd'hui, vous pourriez déménager pour aller étudier dans une autre ville ou pour vous former auprès d'un maître dans une autre ville. Eh bien, toutes ces raisons existaient déjà au Moyen-Âge et les gens donc avaient besoin de voyager. Comme nous l'avons vu, les gens du Moyen-Âge voyageaient beaucoup et avec de nombreux moyens. Et le Moyen-Âge, avec ses difficultés et ses motivations qui lui sont propres, donne un certain relief au voyage. Souvent, et c'est souvent cliché de dire ça aujourd'hui, que le voyage compte plus que la destination, eh bien c'était souvent vrai. Un pèlerinage est tout aussi important pour faire pénitence que le lieu où vous devez arriver et prier vos reliques. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Je vous encourage bien sûr pour le lancement de cette chaîne à commenter si vous aviez possiblement des questions, si vous avez un sujet à me proposer, à liker cette vidéo. Et je vous remercie d'avoir passé ce moment avec moi et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur Halbards.